Bonsoir à tous, mais merci d'être là pour ce retour des dialogues du Quai Branly, toute une série consacrée à la forêt. Alors la forêt en Afrique, la forêt en Océanie. Aujourd'hui, on commence avec la forêt en Amazonie. Amazonie, il n'y a pas de forêt vierge, avec deux super chercheurs, chercheuses. Vous allez voir ça, ils vont rentrer tout de suite. Il y a Gabriela Prestes Carneiro et Stéphane Rostin. Entrée un peu triomphale, si vous voulez. Voyez, faut bien ça pour Stéphane et Gabriela. Venez, installez-vous. Tenez, Gabriela, installez-vous. Stéphane Rostin, archéologue, directeur de recherche au CNRS. Faut le dire, Stéphane, le titre qui nous réunit aujourd'hui, Amazonie, il n'y a pas de forêt vierge, s'inspire sans honte aucune de votre ouvrage. La forêt vierge d'Amazonie n'existe pas, c'était publié au Pommier. Juste Stéphane, d'ailleurs, vous pouvez nous dire par quel mot commence cet ouvrage? C'est toujours important, le premier mot d'un ouvrage. Alors, la forêt vierge d'Amazonie, pourquoi pas, mais il y en a un autre que j'aime beaucoup, c'est La flèche et la bêche, une histoire recomposée en Guyane. Donc, s'il y avait un mot de début pour celui-là? Atchoum. Atchoum. Parce que c'est par là que ça a commencé, l'histoire européenne de l'Amazonie. Par des rhumes, des maladies qui ont détruit 85% de la population amazonienne. Et il ne faut pas l'oublier, on a tendance à l'oublier, on le sait pour le Mexique ou les Andes. Et sur l'Amazonie, il y a eu le même phénomène. La seule chose, c'est qu'il a été invisibilisé parce que ce sont les autochtones eux-mêmes qui ont transporté les virus avant même que les Européens ne pénètrent la forêt. C'est-à-dire quand les Européens arrivaient, les gens étaient déjà morts. Donc Atchoum, à vos souhaits, et Gabriela, archéologue également, maîtresse de conférences au Muséum national d'histoire naturelle à Paris, mais pas que. Et avec vous deux, on va essayer de comprendre l'histoire de l'Amazonie. C'est compliqué, cette histoire de l'Amazonie. Et d'ailleurs, Gabriela, l'idée même qu'il y ait une histoire, c'était pas évident. C'était pas évident parce que quand on regarde l'Amazonie, on voit des arbres et on se dit, voilà, c'est un espace où il y a des arbres. On n'imagine pas que l'Amazonie ait pu être peuplée, alors qu'il y a toujours eu des gens en Amazonie. Oui, moi je travaille avec une occupation plus récente de l'Amazonie. L'Amazonie a été occupée au moins vers 11 500 ans avant le présent. Et moi je travaille sur des sites plus récents. Ils ont à peu près 2000 ans jusqu'à 500 ans avant l'occupation européenne. Et je travaille sur des différents types d'architecture, parce que quand on parle de population amazonienne, on est en train de parler aussi d'architecture, de constructions différentes dans le paysage, surtout donc sur des sites de type amacoquier. Ce sont des monuments de coquilles que les gens ont habités et construits et jusqu'à très récemment construisaient en Amazonie. Et aussi des grands villages, des villages où on voit des monticules, des fois des villages circulaires. Et notre discipline, l'archéologie en Amazonie, est très récente. Il y a encore beaucoup de choses à découvrir. J'espère qu'aujourd'hui, on pourra parler un peu de ça. Ah oui, non, mais il va falloir en parler. Mais déjà, ce que vous dites là, c'est quoi? C'est des amas de coquilles, en fait? Des coquilles de quoi? Des coquilles, les amas coquillés, ce sont des sites qu'on a en France, par exemple à Bégarville, c'est un site dans le Morbihan en Bretagne. C'est un amas coquillé, il est beaucoup plus ancien que les sites qu'on a en Amazonie. Mais donc du coup, ce sont vraiment des monuments de coquillages qui peuvent être des coquilles, des mollusques marins, mais aussi des mollusques d'eau douce. Et ce sont un des sites les plus anciens d'Amazonie, ces amas coquillés. Ils peuvent faire jusqu'à 15 mètres d'auteur, oui, et ils s'étendent beaucoup dans les paysages. Ils peuvent avoir jusqu'à 130 mètres. Et on commence à peine à fouiller ces sites archéologiques. Et c'est vraiment, ils utilisaient les coquilles comme un matériel de construction où on bâtissait. On bâtissait ces monuments. Et c'est intéressant parce que moi et Stéphane, nous sommes
Pas toujours. On a des différentes idées par rapport à ces amas coquillers. On pense qu'il y avait des différentes fonctions. Certains étaient vraiment des habitats et d'autres étaient des monuments funéraires. Et peut-être que tu veux parler de ça. À vrai dire, c'est en effet des matériaux de construction qui progressent dans le temps et rajouter des couches de coquilles. Et donc la fonction a pu varier dans le temps. Ce qui est sûr, c'est que ça a servi de lieu funéraire à certaines époques, de lieu cérémoniel, peut-être d'habitat, il n'y a pas encore de traces. Ce qui est intéressant, c'est que ça a duré, leur occupation temporaire et récurrente a pu durer 8000 ans. Ce sont les sites les plus longuement occupés du Nouveau Monde. On n'a pas d'autres. On en trouve également sur la côte du Brésil, on en trouve aussi dans les Antilles, mais pas de cette dimension comme au Brésil, qui peuvent atteindre, comme dit Gabriela, 10, 20 mètres de haut, 130 mètres de diamètre. Ce sont des monstres. Il a fallu beaucoup de gens pour construire ça, et c'est évidemment pas pour construire une maison personnel qu'on fait de tels travaux, mais c'est évidemment une dynamique collective. Et vous allez voir, j'espère, ce soir, que le collectif est le maître mot de toute l'activité humaine en Amazonie. Ah ben, moi, je vais vous dire, on ne peut être qu'impressionné. J'ai regardé un petit peu vos travaux à tous les deux, et ne serait-ce que cette idée d'amas coquillé en Amazonie avec 8000 ans d'occupation, déjà c'est impressionnant, mais il n'y a pas que ça. Et je pense qu'au fur et à mesure de notre conversation, on va découvrir des choses, mais il y a quand même un souci quand on parle de l'Amazonie. Bon alors, l'histoire c'est le temps, donc la chronologie, le temps long sans doute, puis la géographie. Parce que parler de l'Amazonie, est-ce que ça signifie quelque chose? On pourrait parler presque des Amazonies, il y a une grande diversité, Gabriela. C'est pas partout pareil. Ben oui, quand on regarde l'Amazonie, on pense toujours à cette forêt, mais quand on connaît de près cette Amazonie, elle est extrêmement diverse. On a travaillé dans des zones de savane. Il y a des savanes dans le Venezuela, en Bolivie aussi. Ce sont des immenses savanes où on est vraiment loin des rivières. Donc ça, c'est l'Amazonie. On a aussi des forêts inondées, des grandes forêts inondables, des plaines d'inondation. On a des régions montagneuses et on a du coup, peut-être que je passerai la parole. Et juste pour ne pas oublier des différents écosystèmes d'Amazonie, il faut aussi parler des mangroves, des régions de mangroves, là où il y a beaucoup d'amas coquillés aussi, encore pas étudiés, dans la région de Belém, là où va se trouver la COP cette année. On a encore plein d'amas coquillés à être fouillés là-dedans. Et peut-être que tu veux parler un peu plus de cette zone montagneuse, que moi, j'ai pas beaucoup d'expérience, mais tu as beaucoup travaillé sur ça. Alors, c'est vrai que j'avais fait un livre sur le fait que l'Amazonie n'était pas une forêt vierge. Je pourrais peut-être aller un tout petit peu plus loin en disant que l'Amazonie n'est pas une forêt. En tout cas, n'est pas qu'une forêt, puisqu'il y a une vraie mosaïque de paysages qui sont un peu sous-représentés. Alors, certainement, la forêt prédomine. Ce sont quand même 3 milliards de troncs d'arbres qui sont estimés dans cette forêt, chaque seconde un peu moins, mais avec la déforestation. Mais en réalité, il y a en effet des grandes savanes herbeuses, des marécages, des plaines alluviales, des piémonts andins, cette mangrove, cette plaine côtière qu'on va trouver vous pouvez voir sur cette carte, donc entre l'embouchure de l'Amazone en bas et l'embouchure de l'Orénoque, et puis des montagnes. On oublie un peu, il y a des montagnes en Amazonie. Alors ça peut être des simples pics qu'on appelle des pins de sucre, qui sont des espèces qu'on va trouver dans le sud de la Guyane française notamment, qui sont un peu du même genre que ceux du Rio de Janeiro. Vous voyez, c'est dans le port de Rio de Janeiro, cette montagne. Et puis il y a surtout des montagnes qui culminent à 3000 mètres d'altitude. Donc c'est plus des collines, ce sont des grosses montagnes qui sont dans le sud du Guyana et du sud du Venezuela, qu'on appelle des tepuyes,
qui sont des grands plateaux qui ont surgi en grès, qui ont surgi il y a 180 millions d'années et se sont érodés, puisque c'est du grès, donc ça s'est érodé durant toutes ces années. Et ça fait une espèce de cake posé sur la forêt. C'est assez impressionnant, puisque ça culmine, comme je le dis, à 3000 mètres d'altitude. La plupart sont plus bas, hein. On a des 1000 mètres, on a même à 150 mètres, mais ça reste des formations étonnantes. Et d'ailleurs, Conan Doyle ne s'est pas trompé en plaçant son monde perdu là-haut, parce qu'on a une végétation et une faune qui est très différente de ce qu'on va trouver en Amazonie. Donc l'Amazonie est diverse dans ses paysages, mais elle est aussi encore plus diverse dans ces plantes, puisqu'on estime qu'il y aurait 16 000 espèces d'arbres. On n'en connaît que la moitié précisément. À titre de comparaison, en France, on a 200 espèces d'arbres. Donc 16 000, c'est quand même énorme. Et on a cette diversité qui fait vivre cette forêt, et cette diversité qui a été, et on le va voir un peu plus loin, qui a été enrichie par les humains eux-mêmes. Gabriela, vous avez travaillé où en Amazonie? Parce que c'est pas tout de dire qu'elle est très diverse, il faut savoir où vous avez travaillé. Donc ces amoncellements de coquillages, de coquilles, ça se trouve où? Alors, tout d'abord, les amas coquillés, on en a dans différentes régions d'Amazonie. J'avais travaillé à Monte Castelo, là où vous voyez sur la carte, ce site qui s'appelle Monte Castelo. C'est vraiment un îlot construit. Donc, c'est-à-dire que on a des couches intercalées. Ça se dit comme ça? Je suis désolée, je suis brésilienne, j'ai un accent, donc je vais faire des fautes, vous allez m'aider. Mais donc, ce sont des couches intercalées où on prenait probablement des paniers où on mettait les mollusques et ensuite on les étalait et ensuite on reprenait une couche de terre et des fois il y avait même des sortes de ciment qui faisaient, donc il brûlait ces sortes de coquilles pour faire un ciment vraiment, donc comme un sol d'habitat. Donc il y a tout d'abord dans la région là des Llanos de Morros où vous voyez Monte Castelo. C'est le Brésil aujourd'hui, ça? C'est dans la frontière entre le Brésil et la Bolivie. D'accord. Donc j'ai passé longtemps tous les novembre en Bolivie, en Amazonie bolivienne. Et aujourd'hui, du coup, on a une mission franco-brésilienne dans la région du bas Amazone. Vous voyez là où vous voyez Taperinha sur la carte, c'est la région de Santarém. Il y a deux grands fleuves là. À gauche et à droite, il y a un fleuve qui s'appelle Tapajós et l'autre qui s'appelle Xingu. Et nous, on est en train de travailler dans une zone qui s'étend sur le long de l'Amazone pendant 400 km. Donc, notre zone d'étude, elle est un peu grande. Et sur ces bords de l'Amazone, il y a plusieurs monuments de coquilles, plusieurs amas coquillés. Et ça va être une nouvelle aventure pour nous. Du coup, ça fait 3 ans qu'on fouille ces amas coquillés. Maintenant, nous sommes, comme j'ai dit aux Brésiliens, maintenant nous sommes français aussi parce qu'il y a beaucoup de chercheurs français, des étudiants français qui vont venir dans ces missions. J'espère qu'on pourra collaborer dans les prochaines années. Stéphane, ça veut dire quoi une Amazonie domestiquée? Ça veut dire que l'Amazonie, c'est comme un immense jardin. Alors, ce serait aller trop loin, sans doute, mais en tout cas... Non, c'est ça. À vous valider. Complètement. L'Amazonie est un jardin. En tout cas, pour les autochtones, c'est très clair. Il n'y a pas de nature, il n'y a que des jardins qui sont cultivés par des esprits. Et donc la forêt que nous estimons, nous, naturelle, est en réalité une forêt d'arbres, un jardin d'arbres planté par les esprits. Et les autochtones, en faisant des jardins eux-mêmes, ne faut que répéter, continuer ce qu'ont fait les esprits. Donc pour un autochtone, l'ensemble de la forêt, je rappelle, ce sont 7 millions de kilomètres carrés, est un immense jardin que nous occupons au même titre que d'autres non-humains, que peuvent être des animaux, des arbres, des rivières, toutes sortes d'éléments considérés par nous comme naturels. Et cette carte, elle est intéressante, elle est assez novatrice, puisque si vous regardez encore récemment... Le Muséum d'histoire naturelle a publié une carte des centres de domestication des plantes du monde. Très belle carte, évidemment la Mésopotamie, l'Asie, le Mexique, les Andes, sauf que l'Amazonie est vide, on a juste mis du manioc.
alors que l'Amazonie est le premier centre de domestication des plantes au monde. Si on a domestiqué 3-4 plantes dans les Andes, c'est le bout du monde, alors qu'en Amazonie, on en est à plus de 130 plantes reconnues, domestiquées sur place, dont le cacao. Par exemple, le cacao le plus ancien domestiqué provient d'Amazonie et non pas du Guatemala comme on le croit beaucoup. Et encore aujourd'hui, dans les Amériques, on consomme 40% de plantes domestiquées en Amazonie. Donc c'est indiqué ici sur cette carte. Il y a aussi un autre... L'Amazonie a souvent été vue comme une périphérie par rapport à la civilisation. C'est parce qu'on a ignoré. Quand je suis parti, j'ai décidé de ne pas travailler sur les Mayas, comme tous mes collègues à l'université, et que j'ai choisi l'Amazonie. Mon prof m'a quand même dit laisse tomber l'Amazonie, il n'y a rien, tu n'auras jamais de boulot. C'était il y a 40 ans. Et c'était pas faux à l'époque. En effet, ça n'intéressait pas grand monde. On s'est aperçu depuis que les plus anciennes céramiques des Amériques proviennent d'Amazonie, avant qu'elles ne naissent sur la côte Pacifique ou sur la côte Caraïbe. On a un foyer d'invention qu'on commence tout juste à comprendre, des inventions agricoles. Il y a des techniques agricoles qu'on commence à déceler et qui sont millénaires et qui sont excellemment adaptées à ce monde forestier. On part de découverte en découverte de plus en plus, puisqu'il y a de plus en plus d'archéologues travaillant en Amazonie, et chaque année apporte son lot de découvertes assez étonnantes par rapport à cette forêt, vue comme une forêt sauvage, vierge, dans les meilleurs des cas, pendant très longtemps, jusqu'à tout récemment. Et donc cette carte change un peu la donne de montrer que l'Amazonie, c'est aussi un grand centre de domestication et d'invention dans le monde. Gabriela, brésilienne, vous l'avez dit, vous êtes excusée pour votre français. Je n'imagine même pas un jour dans mon existence pouvoir parler portugais brésilien comme vous parlez français. Vu du Brésil d'ailleurs, et vous êtes archéologue, donc il y a ce regard particulier, mais vous, enfants, jeunes filles, autour de vous, l'Amazonie est perçue comment? C'est justement perçu comme une périphérie vierge? Il y a beaucoup d'inégalités sociales au Brésil et moi je viens de la campagne de São Paulo et c'est vrai que quand on habite à São Paulo, à Rio de Janeiro, dans le sud, il y a encore beaucoup de préjugés sur l'Amazonie. C'est une lutte constante au sein de notre pays de montrer justement la puissance des cultures amazoniennes, de l'alimentation, des alimentations amazoniennes, de la musique amazonienne. Et je pense que justement l'expo Amazonia a fait beaucoup montre justement l'agence, comment dire, vraiment la puissance de ces cultures, parce que quand on parle des peuples autochtones, on parle souvent de leur archéologie, mais ces peuples, ils sont là encore aujourd'hui, et donc du coup, pour nous, il n'y a pas de préhistoire. Au Brésil, on n'a pas ce mot préhistoire. Ces peuples, ils ont de l'histoire, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans le courant d'Amérique latine, on est en train de parler justement d'une histoire de longue durée. Ces peuples, ils ont continué, ils sont là, ils ont une histoire. Donc, je pense qu'on va dans ce sens-là, justement, pour faire tomber tous ces préjugés contre les peuples d'Amazonie et les peuples autochtones de manière générale. Alors, c'est vrai que sur l'histoire, c'est intéressant. Alors, d'abord, je rappelle qu'il y a 9 pays sur l'Amazonie. Ce n'est pas seulement le Brésil qui occupe la part du lion, mais il y a encore la Bolivie, le Pérou, l'Équateur, la Colombie, le Venezuela, le Guyana, le Suriname et notre petite colonie de Guyane française, qui est le dernier territoire colonial français, européen, sur tout le continent américain. Il n'y en a pas d'autres, il y en a dans les Antilles, mais pas sur... Et de plus en plus, l'archéologie a fait des bonds considérables, notamment au Brésil. Et la dernière grande nouveauté, c'est depuis les Brésiliens donc sont précurseurs dans cette dynamique d'échanger avec les autochtones, non pas comme simples informateurs, mais de les intégrer comme acteurs de l'écriture de l'histoire. C'est ce que vous faites, Stéphane. Oui, ce que vous faites. Oui, mais dans vos ouvrages, on le voit nettement. Ouais. Moi, je suis vieux, c'est normal. Mais les archéologues brésiliens
échangent énormément. Au même titre, l'histoire autochtone n'est pas la même que la nôtre. Alors, on a longtemps cantonné l'histoire des autochtones dans la tradition orale, donc du bavardage quelque part, et on n'a peut-être pas assez essayé de considérer, de retrouver des éléments historiques, parce qu'à la base, ces mythes, ce sont souvent des récits historiques déformés par le temps, mais qui se sont maintenus durant des siècles et qui ont une information que parfois on arrive à extraire, parfois non, mais il faut savoir les écouter. Et il n'y a pas que ça, il y a aussi le discours, la vision qu'ont les autochtones de leur passé. Nous, on va dire, ben voilà, ce monticule de coquillages, ce sambakis, comme on les appelle au Brésil, c'est un monument archéologique, il faut le protéger. Ces tas de tessons par terre, il faut le protéger. Le reste, c'est de la nature. Pour les autochtones, ce tas de tessons, c'est une poubelle, rien d'autre. Ce qu'il faut protéger, c'est l'arbre, la cascade, la rivière, qui, eux, sont des esprits importants pour leur histoire. Ils ont d'autres ontologies que les nôtres, mais il faut savoir les respecter. Et je pense que le prochain pas, c'est justement d'écouter ce qu'ils ont à dire sur leur... Gabriel me racontait une anecdote dite par un archéologue Wai-Wai, autochtone, parce que maintenant les autochtones aussi font des études, ont des masters, ont des doctorats, et il disait, je ne comprends pas pourquoi vous, occidentaux, vous cherchez l'histoire en regardant par terre. Nous, pour chercher l'histoire, on regarde en l'air, on regarde les arbres, on regarde la cime des arbres. Et ça nous raconte l'histoire. Ça nous raconte l'histoire pourquoi ? Parce que ces arbres racontent, quand ils ont été domestiqués, se maintiennent. Et c'est ce qu'on voit sur cette diapositive. C'est quelques plantes domestiquées par les autochtones. Je vous ai dit qu'il y en a au moins 130. Et dessous, dès qu'on rentre sur un site archéologique, donc occupé il y a 100 ou 500 ou 1000 ans, on va avoir une augmentation de la biodiversité et une augmentation d'espèces utiles, utilisables ou consommables par les humains. Et si on retourne dans un espace de forêt non occupé, on peut descendre à 0% d'espèces. Dans un site archéologique, vous aurez jusqu'à 60 et même plus % des espèces présentes qui ont été initiées, favorisées, manipulées par les humains. Et si vous retombez dans un espace non utilisé, vous aurez jusqu'à 0% d'espèces. Donc ils ont changé le faciès de la forêt, ils ont favorisé la biodiversité. La biodiversité qu'on voit, elle est en partie naturelle, mais elle est aussi induite en partie par les humains, par les premiers habitants de l'Amazonie. C'est formidable de voir cette démarche de l'archéologue à regarder cette biodiversité. Quand je disais c'est votre démarche, Stéphane, c'est que vous associez les autochtones à votre recherche. Et c'est vrai que c'est très clair quand on vous lit. Et c'est d'ailleurs vraiment pertinent de voir cette association, parce que c'est une question qu'on se pose toujours. Qui sommes-nous quand on regarde occidental, qui regarde une autre civilisation, cette réflexion-là? Et donc l'idée d'avoir cet échange constant, parce que l'archéologie, dans tous les contextes, mais celui-là en particulier, nécessite de prendre en compte d'autres voies que simplement fouiller le sol. C'est arrivé dès mes débuts, parce qu'il n'y avait pas de livre. Et quand je suis arrivé en Guyane en 85, il n'y avait pas d'archéologue avant. Je travaillais à l'IRD à l'époque. Et donc, je n'avais pas de livre. Il a fallu que j'apprenne en côtoyant des autochtones. Et j'ai adoré ça. Ça m'a changé tout de suite mes visions. Et j'ai eu des tas d'expériences avec les autochtones, mais peut-être la plus marquante, c'était en territoire équatorien, en Amazonie équatorienne, donc au pied des Andes. J'étais avec un autochtone à me promener et je tombe sur un site archéologique, il y avait des tessons par terre, et je commence à ramasser les tessons tout content. Et il me regarde et il me dit « Mais qu'est-ce que tu es en train de faire ?» Je lui dis « Tu vois, je ramasse des tessons de céramique et avec ça, des tessons de poterie, je vais pouvoir réécrire l'histoire de ton peuple. » Alors, j'étais tout content. Et il me regarde en fronçant les sourcils et il me dit « Qu'est-ce que tu dis ?» Je lui dis « Avec ça m'aide à écrire l'histoire de ton peuple. » Il me dit « Tu es en train de me dire que tu veux écrire l'histoire de mon peuple avec des poubelles ?» Et là, je comprends qu'il y a un gouffre qui s'ouvre entre nous. Je lui dis « Oui, qu'est-ce que tu veux utiliser d'autre ? Il n'y a rien d'autre. » Il dit « Si, il faut utiliser des données scientifiques. » Je lui dis « Mais qu'est-ce que tu appelles des données scientifiques ? » Les rêves. Et là, j'ai vu le gouffre qui s'est élargi et j'ai senti que la communication était sur deux planètes différentes, mais que étais-je plus pertinent à ramasser des vaisselles cassées
que analyser mes rêves. J'en sais rien. Moi, je ne sais pas analyser les rêves. Et les autochtones ont développé une science du rêve tout à fait étonnante. Ils rencontrent des esprits, ils apprennent des recettes de pharmacopée, ils apprennent plein de choses par l'intermédiaire, par le truchement des rêves. Et c'est une autre approche scientifique qui nous échappe, qui n'est pas linéenne comme la nôtre, mais qui est peut-être respectable. Et c'est ça qui m'a donné l'envie d'écrire un ouvrage avec un autochtone et un anthropologue qui nous a aidés pour essayer de combiner des savoirs différents. Et Gabriela le fait aussi dans ses fouilles, puisqu'elle, non seulement les autochtones, mais les habitants locaux de sa région travaillent avec elle, et elle en sort des beaux résultats. Raconte un peu comment tu mènes tes fouilles. C'est pas facile de travailler le long de l'Amazone, hein. J'ai commencé en Amazonie dans une fouille où on était à peu près 50 personnes. Et quand on regarde les images des anciens naturalistes ou des anciens personnages de la science, on imagine ces gens tout seuls, mais ils étaient déjà jamais tout seuls. Mais peut-être qu'avant, on ne faisait pas remonter les noms de tout le monde qui participait à cette science. Et donc, la première fouille, on était 50. Et aujourd'hui, j'ai jamais écrit quelque chose toute seule. C'est intéressant parce que les publications qu'on fait, dès la démarche du terrain jusqu'aux publications, on est plusieurs à les écrire. Et moi, j'étais vraiment transformée quand je suis allée enseigner en Amazonie. J'ai enseigné pendant 10 ans dans une université au milieu de l'Amazonie. Et là, je me suis rendu compte que des fois, je savais moins que mes étudiants. Et parce qu'ils avaient une connaissance de la forêt, des poissons. Moi, je suis spécialiste des poissons, mais au niveau du terrain, ils connaissent beaucoup plus les poissons que moi, le comportement des poissons, ce qu'ils mangent, où ils habitent, les écosystèmes. Donc, il faut vraiment se rendre compte qu'on ne sait pas grand-chose. Et donc, du coup, dans ces fouilles, ce sont des fouilles où il y a beaucoup de gens avec beaucoup des envies différentes. Certains sont là pour étudier le graphisme de céramique, certains sont là pour étudier justement les arbres qui poussent sur le site archéologique, certains sont intéressés par les restes de serpents, et donc il y a beaucoup de choses à faire, et ça fait que c'est très difficile de travailler en Amazonie parce que ça fait beaucoup de logistique là avant d'arriver. J'étais en train de coordonner parce que avec tous les étudiants, tous les chercheurs, maintenant il y a il y a des Français qui viennent aussi. Et je voulais juste finir par une anecdote. Cette science archéologique, elle est en train de se transformer. On était en train en août, nous sommes allés dans la communauté qu'on fouille pour faire la demande d'autorisation, parce qu'il faut qu'on fasse les demandes d'autorisation. Et on a demandé au professeur qu'est-ce qu'elle voulait qu'on fasse de notre part, comment nous, on pourrait restituer ce qu'on était en train de faire, comment les activités avec les enfants. On travaille beaucoup avec les enfants, et elles m'ont dit, vous avez dit qu'il y aurait un Français, vous avez dit qu'il y aurait une Américaine et une Allemande. Du coup, on veut que pendant que vous soyez là, vous nous enseignez les langues que vous parlez, parce que nous aussi, on veut apprendre ces langues-là. Donc là, cet après-midi, j'étais avec une collègue allemande et un collègue français. On était en train de dessiner les tapirs, les capybaras, pour dire qu'en français, on dit tapir, en portugais, on dit anta, pour dire que capybara, c'est à peu près capivara, capybara. Et ça, je pense que ça parle beaucoup de notre devoir en tant que scientifique, de se remettre en question sur nos pratiques sur le terrain, sur les conséquences des sciences qu'on fait. Et voilà, c'était un peu ça. Aucune certitude dans la démarche scientifique, c'est ça le plus important. Avec cette Amazonie qui est un jardin, et on voit bien, c'est d'une pertinence inouïe de se dire qu'à des endroits, il y a une forte biodiversité, parce que ça a été planté. Le cacao, on imagine bien. Les sauteurs, c'est quoi? Ce sont les petits poissons? C'est les petits poissons, oui. D'accord. Mukaya? C'est un fruit, de palmier. Et comme maracuja, c'est le fruit de la passion. C'est le fruit de la passion, maracuja. C'est une espèce de fruit de la passion. Et puis, il y a quand même cette question des terres noires qui ont vraiment fasciné. Et c'est d'ailleurs toujours très troublant d'imaginer l'œuvre de tous
ces hommes, de toutes ces femmes du passé qui ont réussi à constituer ça. Alors, que sont ces terres noires? C'est peut-être le premier déclic que les archéologues ont eu, parce que pendant longtemps, les archéologues ont pensé que, en Amazonie en tout cas, mais ailleurs aussi, que la géographie décidait de la culture. C'est-à-dire que si vous étiez né dans un milieu tempéré, favorable, vous aviez toutes les chances de créer une civilisation, mais si vous êtes dans un milieu considéré comme défavorable, vous stagniez sur un milieu plutôt archaïque, par exemple l'Arctique, le Sahara, l'Amazonie, qui étaient considérés comme des aires incultivables et sans espoir pour l'humanité. Et jusqu'aux années 80, il y a eu cette idée prédominante que, de toute façon, en Amazonie, il n'y avait eu que des tribus et rien d'autre. C'était assez vicieux parce qu'on n'avait pas compris, alors que pour le Mexique, c'était très clair. Les Mayas actuels n'ont rien à voir avec les Mayas de grands centres cérémoniels d'avant la conquête. Il y a eu la maladie qui les a détruits. Donc ce sont des populations différentes, reconstituées. Dans les Andes, c'est pareil. Les Quichuas, les paysans Quichuas actuels n'ont pas grand-chose à voir avec les Incas qui avaient des grandes cités. Il y a eu cette chute démographique qui a changé la donne. Et en Amazonie, bien qu'il y ait eu la même chute, on a toujours considéré qu'ils avaient toujours été, comme aujourd'hui, des petites tribus de 50 à 100 personnes. Et les archéologues, ne trouvant pas grand-chose dans le sol, disaient on illustrait avec des populations actuelles. Voilà, les gens, il y a 1000 ans, vivaient comme ça. Et c'était une erreur fondamentale, un peu raciste, qui a changé dans les années 80 quand on s'est intéressé à regarder vraiment le registre du sol, le registre archéologique du sol et des arbres. Et parmi les découvertes, il y a eu la Terra Preta, qui est, vous voyez, une terre très noire, qui résulte d'une très forte occupation humaine, longue et forte, et tous les rejets humains, les charbons notamment, mais aussi les rejets alimentaires, les déjections humaines, les céramiques, ont transformé mécaniquement et chimiquement cette terre. Alors on ne comprend pas très bien ce qui s'est passé, mais il se passe quelque chose. Encore aujourd'hui, il y a de la Terra Preta qui se forme. Et donc là, les sites très habités, vous voyez ici l'image en bas, plein de tessons de céramique dans la paroi, c'est-à-dire qu'ils étaient enterrés. On a fouillé là où il y avait beaucoup de cette céramique. Donc ce sont des grands villages qui résultent. Vous voyez à droite une dame en train de balayer sa maison, enfin une maison collective au Brésil, et tout ce qu'elle balaye, les déchets, les déchets du foyer, les cendres, les végétaux, elle les met dehors au pied des arbres fruitiers, parce que ça fait comme un terreau. Et d'ailleurs, les paysans actuels qui vivent le long de l'Amazone ou sur les grandes rivières vendent, quand ils vivent dans un champ de terra preta, vendent cette terra preta comme un fertilisant pour leurs voisins, parce que les études ont montré que ces sols-là étaient souvent près de 900 fois plus fertiles que le sol amazonien jaune ou rouge traditionnel. Donc cette terra preta a été très étudiée à la fin des deux dernières décennies du XXe siècle, parce que ça a intrigué et les pédologues, les spécialistes des sols, les spécialistes des plantes, de l'Amazonie, des sociétés humaines. Les autochtones ont compris très vite que leur occupation transformait les sols en quelque chose de plus intéressant et ont développé une espèce de fabrication naturelle, simplement par balayage de cette terra preta. Et Gabriela a fouillé dans ce type de site du côté de Manaus, donc elle en sait beaucoup plus que moi, à vrai dire. Non, je ne sais pas beaucoup, mais j'aimerais compléter par le fait que ces terres noires, elles sont très très importantes pour les populations actuelles, les populations autochtones. Et il y a une collègue qui s'appelle Bruna Rocha, qui a travaillé avec le peuple Munduruku. Et en fait, les peuples Munduruku, ils réhabitent les sites de terres noires. Justement, c'est parce que là-bas, dans ces terres noires, justement, il y a plus d'arbres fruitiers. Et c'est aussi la maison des anciens, c'est la maison des ancêtres.
C'est les maisons, les villages des ancêtres. Et ils ont même un nom pour dire terre noire qui s'appelle Caton. C'est le nom de son ouvrage. Et il y a beaucoup d'autres peuples qui font ça, les peuples Waiwai aussi. Maintenant, ce collègue qui s'appelle Jaime Waiwai, c'est un archéologue autochtone. Il est en train justement de démontrer que les peuples Waiwai, justement, ils réhabitent ces terres noires. Et par rapport à la céramique, comme vous voyez là, ces céramiques, on a compris que c'était vraiment comme des tessons, enfin des briques. Et elles font la fonction des briques. Ici, on va avoir des briques avec du ciment entre tout. Et là, il y a comme des sols de briques qui aident à bâtir ces monticules. Vous savez, quand on réfléchit à l'archéologie au temps long, c'est un défaut de penser à la découverte sensationnelle. Les journaux, ils font souvent les gros titres. Découverte exceptionnelle. En Égypte, toutes les 2 heures, on découvre un truc exceptionnel. Beaucoup de méfiance. C'est vrai que les archéologues mettent beaucoup de nuances aussi en disant c'est le fruit d'un long travail de toute une équipe. Mais parfois, tout de même, il y a des moments où notre vision du passé change complètement. Cet homme-là a apporté des travaux qui font que l'on ne regarde plus ces territoires de la même manière. Stéphane, il faut nous expliquer ce que c'est, parce que là, c'est quelque chose, mais même en le sachant, on a peine à l'imaginer. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment vous avez mis le doigt là-dessus? La truelle, vous voulez dire. Ça a commencé à 40 ans. Quand je suis arrivé en Guyane, je voulais faire de l'archéologie aérienne. Donc je voulais survoler une partie de la Guyane pour voir si on ne voyait pas des structures humaines anciennes. Et tout le monde me disait « laisse tomber, tu ne verras rien, il y a la canopée, les arbres cachent tout, tu ne verras rien ». Et moi je suis breton, donc j'écoute toujours les conseils. Mais comme je suis breton, je n'en tiens jamais compte. Et donc j'ai fait mes survols en ULM et j'ai découvert des milliers de buttes, de petites buttes dans les marécages côtiers, parce que là on n'a pas d'arbres. Il y a des savanes inondables, qui étaient des petites buttes disposées en damier et qui se sont avérées être des champs surélevés, des buttes dans les marécages pour cultiver les zones mal drainées. Et j'ai toujours gardé cette appétence pour l'archéologie aérienne. Et quand je suis allé travailler en Équateur, donc au pied des Andes, j'ai travaillé dans une vallée qui s'appelle Lupano. Et là, il y avait quelques monticules qui avaient été repérés des années avant par un prêtre qui avait un peu travaillé dessus. Et il y avait des monticules, des gros monticules. Certains faisaient 150 mètres de long, 10 mètres de hauteur. Et ils étaient souvent organisés en carré autour d'un patio. On peut le voir sur la photo en haut, avec souvent aussi un monticule central. Ce sont des monticules rectangulaires. Et voilà, il y avait une ville avec, on estimait, une centaine de monticules. Et puis, vous pouvez le voir sur les 2 photos, des avenues creusées jusqu'à 15 mètres de large, 5 mètres de profondeur. Donc, c'était quand même un gros travail collectif. Et j'ai travaillé pendant 7 ans dans cette région. Après, j'ai continué à faire des travaux sur la céramique, sur les vestiges. Et ce n'est que 20 ans plus tard que j'ai obtenu une image LIDAR de la région de 600 km². Alors, le LIDAR, c'est la baguette magique de l'archéologue, surtout l'archéologue travaillant en forêt, puisque c'est un drone, une machine volante qui envoie des rayons laser. Et ça fonctionne comme un sonar. Le rayon laser rebondit soit sur les feuilles de la canopée, soit passe entre les feuilles et va rebondir sur le sol. Et après, numériquement, vous pouvez éliminer la végétation et voir le sol comme vous regardez la Lune, c'est-à-dire sans un brin d'herbe. Et vous voyez donc toutes les anomalies, et notamment les constructions humaines qui sont généralement géométriques et organisées. Et là, on voit apparaître non plus quelques monticules, mais des milliers de monticules. Dans cette vallée, on en a repéré avec mon collègue Antoine Dorison, qui est spécialiste du LIDAR, parce qu'il faut savoir interpréter ça, plus de 6700 monticules, des villes de plus de 1000 monticules, avec ces avenues creusées qui se poursuivent en dehors des sites et connectent tous les sites dans un énorme réseau routier, des avenues creusées sur des dizaines de kilomètres, parfaitement droites. C'est tout à fait spectaculaire. Et tous les matins, quand on regardait nos images pour travailler dessus, on était stupéfait de
de voir l'amplitude de cette société qui était vraiment de l'urbanisme, avec des champs drainés au milieu de la ville, enfin c'est ce qu'on appelle les cités-jardins. On a découvert l'importance de ce qu'on connaissait déjà, mais dont on n'avait pas soupçonné cette extension. Et surtout que là, on n'est plus sur des sociétés tribales. Il y a forcément un chef. Toutes les sociétés comme en Gorvat ou les Mayas ont une hiérarchie. Donc on était passé dans un autre type d'habitants de l'Amazonie. Et si on a toujours défendu l'énorme biodiversité de l'Amazonie, on ne s'est peut-être pas assez penché sur la diversité l'ethnodiversité de l'Amazonie, même politique, puisque les sociétés qui vivaient dans ces villes vivaient sûrement différemment des chasseurs nomades qui vivaient pas loin, ou des villageois qui vivaient pas loin. On avait une multiplicité de systèmes socio-économiques et politiques en Amazonie avant l'arrivée des Occidentaux. Et donc j'ai travaillé sur ces monticules, mais Gabriela a pris un autre fil pour travailler sur ces sociétés, puisqu'elle a travaillé en Bolivie, et elle est allée chercher dans l'eau les traces de cette société. Et c'est passionnant ce qu'elle a découvert, puisque tous les archéologues s'étaient un peu regardé quel gibier il y avait dans la région, toujours des gibiers à poil. Ils n'avaient pas pensé à regarder des gibiers à écailles. Gabriela, voilà, votre spécialité, ce sont les poissons. Oui, c'est intéressant parce que le poste que j'occupe, ça s'appelle archéo-ichtyologie. C'est un nom quand même un peu compliqué. Donc du coup, c'est un peu l'archéologie des poissons. Mais je suis devenue spécialiste des poissons complètement par hasard, justement parce que, comme disait Stéphane, la plupart des théories sur l'occupation de l'Amazonie étaient complètement biaisées par notre vision des peuples chasseurs, des peuples petits, nomades. On imaginait, on savait pas, on n'avait pas regardé ce qu'il y avait vraiment sur les sites archéologiques. Et quand on a commencé à tamiser, vous savez, avec les tamis qu'on a, enfin, c'est comme ça qu'on fait, on tamise dans l'eau, on s'est rendu, moi j'avais acheté plein de guides sur les mammifères d'Amazonie, donc le tapir, le jaguar, et j'étais prête à commencer à identifier le matériel, sauf que quand j'arrive sur les tas d'os, il n'y avait pas de mammifères. Donc, j'ai donné les livres et j'ai recommencé à étudier les poissons. Et ces populations, si on peut parler s'il y a un mot qui peut représenter l'alimentation de ces populations du passé, mais encore aujourd'hui des populations qui vivent au bord des fleuves, c'est le mot biodiversité. Dans leur assiette, il y avait une biodiversité beaucoup plus grande que notre assiette aujourd'hui. J'aime toujours parler de cette anecdote. Quand nous avons mangé aujourd'hui, combien de viande il y avait dans notre assiette? Des fois, peut-être il n'y avait pas, mais s'il y avait, il y avait une espèce. Et ces populations, elles ont exploité l'environnement de manière complètement différente, avec moins de pression sur certaines espèces. Sur les sites archéologiques, on a travaillé, que ce soit en Bolivie, en Amazonie centrale, on a retrouvé 37 espèces différentes de poissons. Et d'autres espèces aussi d'herpétophones, c'est-à-dire des reptiles comme les tortues, les caïmans. Il y a plein de choses qui sont mangeables. Mais en tout cas, comme disait Stéphane, le monde des eaux est très important dans cette économie. Et aussi pour réfléchir à la biodiversité aujourd'hui, parce que ces sites archéologiques, on trouve une plus grande diversité que de celle qu'on a aujourd'hui autour des sites. Donc, à mon avis, je voulais peut-être conclure cette partie en parlant de l'importance de l'archéologie dans le présent. Et une des contributions majeures de l'archéologie dans le présent, c'est justement réfléchir à la biodiversité. Comment est-ce qu'on peut retracer cette évolution de la biodiversité et restaurer des environnements aquatiques, par exemple? Un environnement aquatique et pas seulement, Gabriela, parce que ce que nous avons vu tout à l'heure, ces espaces cultivés, ces sites, eh bien, c'était la biodiversité. C'est-à-dire que cette occupation humaine si ancienne et si structurée, on l'entend bien, si réfléchie, ça a enrichi la biodiversité de cet espace-là. Et donc, c'est peut-être ça qu'on oublie. Malgré tout, vous l'avez dit, une protection aussi, parce que par définition, ils avaient besoin de protéger leur environnement. Et ça, on peut le constater aussi. Oui. C'est intéressant parce que justement, la domestication, elle n'a pas en Amazonie, quand on pense à domestication, on est en train de penser à une
spécialisation sur certaines espèces, le blé, l'avoine, etc. En Amazonie, c'est tout le contraire. Quand on parle de domestication, on parle de développement de différentes sous-variétés de plantes qui vont enrichir cette biodiversité. C'est le contraire de la monospécialisation. Et ça, pour le cas des plantes. Et pour les animaux, c'est un peu différent parce qu'on se demande pourquoi est-ce que les animaux n'ont pas été domestiqués en Amazonie comme les vaches ou les cochons étaient domestiqués ici. Et il y a beaucoup de collègues qui pensent justement, après Stéphane, si tu veux compléter sur ça, il y a beaucoup de collègues qui pensent que la pensée, les ontologies amazoniennes ne permettraient pas une soumission de l'animal comme on peut imaginer dans la domestication un peu classique où on va faire un aménagement de l'animal, changer sa reproduction. En Amazonie, plusieurs peuples se voient eux-mêmes comme cousins des jaguars ou alors frères des tapirs. Et donc, du coup, c'est une autre vision, en fait, de la domestication. Oui, chez les autochtones, il y a une tendance à anthropomorphiser beaucoup le monde autour d'eux, puisque les montagnes ont une âme, les rivières ont une âme, les arbres, les animaux. Et c'est vrai que la domestication animale n'existe quasiment pas en Amazonie, mais aussi dans les Amériques. Les Amériques, on a domestiqué 4-5 espèces, pas tellement plus. Le canard à bec musqué, le cochon d'Inde, le lama. Très peu d'espèces, à vrai dire, ont été domestiquées. Alors, au Mexique, principalement, et dans les Andes. En Amazonie, aucun. Sauf que les animaux sont en effet parfois dans les villages. Ils sont des compagnons, ils sont capturés, donc ils sont élevés. Souvent, vous allez voir une femme en train de donner le sein à un petit singe ou un petit animal. Ils sont intégrés ils ont une apparence différente, mais ils sont intégrés dans le monde socialisé dans le village. Et ça n'empêche pas qu'il y ait eu des élevages un peu plus importants. Alors on ne va jamais manger les animaux qu'on a capturés et avec lesquels on vit. Les animaux de compagnie ne sont jamais consommés. En revanche, il peut y avoir des élevages pour la consommation, notamment des grands élevages de tortues. Pour les œufs, mais aussi pour la chair de la tortue dans des grands parcs. Et puis une chose que Gabriela, tu n'as pas dit, mais que je trouve extraordinaire dans son travail, quand elle a analysé tous les poissons trouvés dans les gros monticules qu'il y a dans les Llanos de Moros, dans les savanes herbeuses inondables de Bolivie, elle a trouvé une grande quantité d'os de poissons, dont près de 70% étaient des anguilles. Et pas n'importe quelle anguille, c'était une anguille fouisseuse. Et des collègues écologues ont travaillé sur les structures construites par les premières populations, et il y a des chemins surélevés, des digues, des bassins et toutes sortes de choses, mais il y a surtout un truc très étonnant, ce sont des espèces de petites digues avec des V au milieu qui donnent sur une petite mare. Et en réalité, ce sont des grands pièges, des pièges géants pour capturer les poissons, notamment en utilisant ce qu'ont beaucoup fait les autochtones, utiliser les capacités naturelles de l'animal pour le capturer et le garder. Et c'est vrai que quand la saison sèche arrive, les savanes s'assèchent et les anguilles fouisseuses, des grosses anguilles, hein, c'est vraiment des monstres, s'enterrent dans les boues un peu, qui sont restées un peu humides. Donc ils ont créé des espèces de mares de boue et des pièges triangulaires qui emmènent les poissons vers cette mare de boue, et les poissons fouisseurs vont se mettre dans cette boue et ils hivernent. Enfin, il n'y a pas de terme pour hiverner l'été, mais vous comprenez l'idée. Ils restent là pendant 3-4 mois à survivre avec ce qu'ils peuvent. Et les autochtones ont du coup à disposition de la viande, de la chair de poisson toute la saison sèche, parce que pour eux aussi c'est dur. Et c'est Gabriela qui a découvert que cette anguille servait principalement de repas pour ces populations des savanes, alors qu'aujourd'hui plus personne ne la consomme, cette anguille. Mais dans les registres archéologiques, donc il y a des tas de recettes entre guillemets de ce genre
qu'on apprend à découvrir sur les populations avant le contact européen. Il faut imaginer qu'il y avait 1000 fois plus. Aujourd'hui, il y a 3 millions d'autochtones sur l'Amazonie. On estime qu'il y avait, il y a un moment, c'est descendu à quelques milliers seulement, quelques dizaines, centaines de milliers, suite à la fin du XVIe siècle à cause des maladies. Mais on estime qu'avant l'arrivée des Occidentaux, il y avait entre 8 et 10 millions d'habitants en Amazonie, donc bien plus que maintenant, et ils contrôlaient tout ce territoire, et ils utilisaient tout ce territoire, et ils avaient des approches pour capturer les poissons par la nivrée, en enivrant les poissons avec des algues, utilisant les poisons les plus incroyables. La plante de base actuelle en Amazonie, c'est le manioc. Le manioc amer contient de l'acide cyanhydrique, du cyanure, c'est mortel. Il faut tout un processus pour enlever cette sève empoisonnée dans le manioc avant de le manger. Donc il y a des connaissances, et je répète, scientifiques de ce monde qui nous échappent encore largement et que les autochtones, depuis 13 000 ans, les plus anciens sites qu'on a en Amazonie, alors au Brésil c'est 11 000 et quelques, mais en Colombie c'est 13 000 ans. Donc depuis au moins 13 000 ans, les premiers habitants de l'Amazonie ont appris à connaître tous les secrets de cette forêt, peut-être par une ontologie plus participative que la nôtre. Nous, on est plutôt... on apprend avec une tronçonneuse, il faut voir le résultat. En tout cas, ces populations ont réussi à comprendre des tas de secrets de la forêt et petit à petit... l'archéologie peut en révéler certains, pas seulement l'archéologie, d'autres disciplines scientifiques aussi. L'archéologue essaie de comprendre aussi avec le tamis dont vous parliez, Gabriela. Donc en fait, c'est ça le travail qui a pris la photo. Elle s'appelle Barbara Vallée. Elle est géniale, cette photo. C'est une photographe d'Amazonie, justement, du Pará. Et génial. On veut travailler beaucoup avec les collègues qui sont sur place, qui sont des excellents professionnels. Et du coup, cette histoire de l'anguille, je suis aussi par hasard devenue un peu spécialiste des anguilles. J'ai dû décrire des nouvelles, oui, j'ai dû décrire les mandibules des anguilles, les différentes espèces. Bon, bref, tout ça pour arriver à comprendre à partir de ces ossements, c'est à partir des tamis qu'on a pu retrouver les pratiques de stockage de poissons. Donc, il parlait des digues. Ces digues, ils amènent à des étangs, mais on ne savait pas qu'il y avait ces étangs autour des sites, parce qu'on ne parlait que de monticules. Et donc, j'ai demandé à l'archéologue s'il pouvait me passer les plans du site. Et j'ai vu qu'à côté, pas trop loin de ces grands monticules, il y avait des étangs. Et donc, après, quand j'étais déjà avec les anguilles, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'ils font ces étangs-là? Et il a dit, ah bah oui, on a oublié de vous dire. J'ai dit, on a un système vraiment un réseau d'étangs. Il y a encore beaucoup de ces types d'architecture et utilisation de paysages aquatiques à découvrir. Et là, vous pouvez voir ces amas coquillers dont je vous dis. Toute la partie en marron, bon, tout est marron là-bas, mais je veux dire, là c'est le fleuve Amazone, mais le moins marron, on va dire, les parties qui dépasse. La berge, vous voyez la berge, elle est toute étroite, et tout ce qui est blanc, marron, c'est vraiment anthropique. Il y a au moins une quinzaine de couches, et ces tamacoquiers-là, il rentre dans la forêt encore, donc il fait 130 mètres par 130 mètres. Moi, je suis sur la photo, c'est la personne en blanc là, et c'est très 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 grand. Il s'appelle site Mongoub, c'est au bord de l'Amazone, et on retourne le 8 novembre. D'accord, avec cette idée que partout, dans toutes les civilisations, il y a des accumulations de déchets. À Paris même, on a des hauteurs de plusieurs mètres. Du côté de Montorgueil, ça monte, mais c'est parce que des déchets ont été entreposés là pendant des siècles. Mais ici, ce n'est pas le cas. C'est ça qu'il faut dire et rappeler. C'est vraiment une volonté, et je reprends ce qui a été dit tout à l'heure, une grande connaissance aussi. Je voulais juste compléter, donc là c'est vraiment pas le cas, parce que ces sites a été découvert par un pêcheur qui s'appelle Jean Lima da Costa. Il était en train de planter, là où je suis en train de marcher, il était en train de planter quand c'était couvert par la terre, il plantait
des pastèques, et au milieu des pastèques, il a commencé à retrouver des crânes. Et dans les gens du village, qui est très proche de là-bas, lui, sa maison, c'est juste derrière ces arbres, donc il habite vraiment là-bas. Mais les gens des villages, ils commençaient à rêver. Ils ont appris ils savaient qu'il y avait que cette famille était devant cette situation où il y avait beaucoup de crânes qui apparaissaient. Et il a mis sur Google coquillage, cadavre. Et le mot Sambaqui est apparu. Donc, il est allé sur un groupe de Facebook et il a dit, écoutez, j'habite sur un Sambaqui. Il a utilisé le mot Sambaqui, il faut venir. Donc, on a su cette histoire et on a commencé à faire les demandes de financement. Et quand nous avons eu le financement finalement pour y aller, on cherchait dans la ville, on cherche un monsieur qui s'appelle Jean. Et lui, quand nous sommes arrivés en canoë, il savait que c'était pas des gens qui achetaient le poisson parce qu'on était habillés colorés, on n'avait pas en plus des filles. Donc il s'est dit bon, celle-là, c'est pas du tout les gens, les acheteurs de poissons, c'est les archéologues. Et donc quand les deux filles, les deux collègues sont arrivés, ils ont dit c'est bien ici, c'est ici que j'habite, et on a commencé avec lui à étudier ce site. Il fait partie de l'équipe du groupe, l'équipe de fouilles, et là c'est vraiment sur cette surface, il y a au moins 100 personnes qui ont été déposées, enterrées. Donc là on est en train de marcher et faire attention parce que là aujourd'hui c'est une concrétion, on ne peut pas l'enlever, mais on dessine avec des croquis. Ici en France il y a une tradition dans la bioarchéologie très très forte. Donc du coup, avec une collègue qui avait justement étudié ici en France, on fait des croquis des sépultures pour voir comment est-ce qu'ils enterraient. On va avoir le temps pour poser des questions après. Préparez vos questions, il y a des micros qui vont circuler. N'hésitez pas parce que, évidemment, ça éveille tant et tant de choses. Donc ici, alors c'est dur de dire enterré, les gens ont été encoquillés. Je ne sais pas comment on utiliserait comme propos, on peut l'inventer. Mais c'est ça, alors, l'utilisation, c'est ce qu'on disait au début de la conversation de ces espaces-là. Donc oui, là on se dit, des gens étaient ensevelis ici, ça c'est sûr. Mais à quoi cela servait? C'est ça la grande question, parce que moi je me dis, bon d'accord, pourquoi pas, pour faire des espaces de sépulture, c'est très bien, mais d'après ce que vous disiez, Gabriela, c'est immense. Donc des pistes, des hypothèses? Alors la piste, je me permets ce que je voudrais rebondir sur un élément, comme je vois qu'il reste peu de temps. D'abord, ces grands espaces, certains de nos collègues brésiliens qui ont travaillé sur les Sambaquis pensent vraiment qu'ils n'étaient pas habités, souvent, que les maisons étaient autour, sur pilotis ou sur des petits îlots, et que c'était des espaces cérémoniels. Donc, pour des cérémonies funéraires, mais aussi pour des cérémonies collectives, comme aujourd'hui encore, vous allez dans le Haut-Xingu, où vous avez des grandes places, des énormes places cérémonielles où les gens se réunissent souvent, et c'est important d'avoir ces espaces. Ceux qu'on a vus là sur la Haute-Amazonie en Équateur, les monticules, les gros monticules entourent aussi des patios pour probablement des activités collectives. Et les autochtones, comme je dis, vivent beaucoup en collectif. Donc c'est important d'avoir un endroit pour se réunir. Il y a parfois des grandes maisons qu'on va trouver dans certains groupes, mais sinon, ce sont des places. Et là, peut-être, on est face à ça. Je pense que je voulais préciser, parce que Gabriela ne l'a pas dit, mais au Brésil, il y a une politique sur l'archéologie depuis plus de 20 ans qui est assez remarquable et il faut en prendre modèle. On prend peut-être pas assez modèle sur ce que font les Brésiliens. Elle me racontait que dans ces projets, on a des financements, il y a une obligation que la moitié de nous, on peut consacrer 5-6% de nos budgets pour faire une jolie brochure ou ce genre de choses. Au Brésil, c'est 50% de leur budget de recherche qui doit être utilisé pour la médiation, pour que les populations locales aient un retour de quelque façon que ce soit sous un film, que ce soit dans les écoles, que ce soit des livres. Enfin, il y a une obligation de rendre aux habitants, qu'ils soient autochtones ou qu'ils soient descendants de Noirs-Marrons, d'esclaves évadés, ou descendants des premiers colons brésiliens, qui sont maintenant des autochtones de fait, de plusieurs générations à vivre là.
En France, on n'a pas encore tout à fait cette approche, sauf une amie anthropologue qui est ici, Marie Fleury, qui travaille chez les Wayana en Guyane et qui a ce même genre d'approche après avoir travaillé pendant 30 ans avec les Wayana en Guyane française, va aussi avec eux chercher des sites archéologiques et fait des rendus en les associant dans ses ouvrages et ses articles, en associant les autochtones par leur connaissance, comment eux ils interprètent certaines choses, comment eux interprètent leur art. Et je pense que le prochain défi pour l'archéologie amazonienne, ça va être maintenant les autochtones sont aussi des scientifiques, sont aussi des académiques, ils ont des universitaires, on écoute ce qu'ils disent. Le prochain défi, et j'espère que ça sera le dernier, c'est qu'on arrive à faire intégrer dans la littérature globale, mais aussi dans les écoles, le discours et l'interprétation historique des autochtones eux-mêmes. Et ça, c'est un gros défi, mais je pense que ça, c'est un défi qu'on peut se poser pour les prochaines années pour que l'histoire soit non plus une histoire de conquérants, une histoire des vainqueurs, mais une histoire partagée avec les autochtones. Oui, une histoire partagée, cette notion de partage, cette notion de transmission aussi, Gabriela, hein, ça fait partie de votre métier d'archéologue. Expliquer aux gens, c'est votre histoire, c'est notre histoire aussi. C'est pas que expliquer, mais écouter aussi. Écouter là sur cette photo. Ah pardon, juste une précision. C'est cette envie de dédier 50% du budget dans les actions de valorisation. C'était pas vraiment. On a dû lutter un peu contre les agences de financement. C'était vraiment une demande de notre équipe. Je dis pas que moi, mais les 5 porteuses du projet, on co-dirige ces projets. Et de notre expérience dans l'éducation, dans l'université, dans les étudiants, on les a convaincus que cet argent, il était aussi important que l'argent dédié à publier les articles scientifiques. Et moi, j'adore écrire, il n'y a aucun problème, mais vraiment, les deux activités de cette archéologie sont également importantes. Et là, sur cette photo, justement, on voit ces moments de partage où ils sont en train d'expliquer les différents types de graines qu'on est en train de retrouver. Parce que cette dame qui a le chapeau, elle s'appelle Myrtle Shock, c'est ma collègue. Et il y a tellement de graines différentes qu'on n'arrive pas à les identifier. Les archéobotanistes, elles n'arrivent pas à avoir des collections aussi grandes qui représentent ce qu'ils consommaient avant. Donc là, ils étaient en train de nous expliquer qu'il y a des différentes formes de palmiers. Et donc, on était vraiment en train de discuter ensemble. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut vraiment reconnaître, coécrire, coproduire, parce que ce sont des connaissances que nous, des fois, on n'a pas et on peut avancer sur ces questions ensemble. Et puis tout ça, ça remet vraiment en question notre idée de civilisation qu'on a longtemps réduit à des grands bâtiments construits. Et on voit cette complexité avec Stéphane, ce que vous nous avez montré, c'est incroyable travail collectif qui a pu être réalisé. Et donc, c'était des espaces de plusieurs dizaines de mètres de haut où vivait une cellule, d'une dizaine de mètres de haut où vivait une cellule familiale, et puis plus loin on en avait un autre, ça pouvait être c'était les deux, à vrai dire. On a les analyses d'IDAR qu'on a fait et puis les fouilles que j'ai organisées sur le sommet de ces monticules montrent qu'il y a, à vrai dire, deux types. Il y a des plateformes en carré toujours autour d'une place basse, la patio, ces plateformes montent à 2-3 mètres de hauteur, pas tellement plus. Et au-dessus, il y avait une maison. Et donc, c'est des unités familiales qu'on va retrouver le long des avenues et des rues, parce qu'il y a des avenues, tout est orthogonal. C'est incroyable. Et les gros monticules de 50 à 150 mètres de longueur, beaucoup plus haut, de 8 à 10 mètres de hauteur, là, on est dans du collectif. Et c'était évidemment pas pour vivre, mais c'était pour avoir des bâtiments, probablement des bâtiments de bois. C'est pour ça qu'on a du mal à retrouver les traces. Pour des bâtiments collectifs, pour toutes sortes d'activités. Comme je dis, il y a les concours, il y a les rites chamaniques, il y a les discours, il y a les mariages, il y a les échanges, les danses, les fêtes. Il y a 1000 façons de se réunir en Amazonie et de circuler. Ce sont les peuples sédentaires les plus nomades que j'ai connus, parce qu'ils ne sont jamais là.
Moi, chaque fois qu'on m'a donné un rendez-vous en Amazonie, la personne n'était pas là, elle était partie pendant 2 mois, on ne sait pas où, on ne sait pas où il va revenir, quand, je ne sais pas. C'est très compliqué à vous dire. Ce sont des marcheurs. Alors, pas des navigateurs toujours, certains sont bons navigateurs, mais souvent sont plutôt des marcheurs. Il faut imaginer l'Amazonie d'autrefois, criblée, striée de routes et chemins qui se croisaient un peu partout, et des gens qui circulaient en permanence et qui transportaient des produits d'échange, puisque les autochtones d'Amazonie ont favorisé leur identité en se spécialisant. Et il faut voir une carte ethnique de l'Amazonie. Il y a 350 langues qui sont encore parlées, 80 familles linguistiques, et vous voyez une espèce de vitrail, de puzzle d'ethnies différentes qui affirment leur identité en se spécialisant dans certaines productions et donc ont besoin d'échanger. Un autochtone, naturellement, peut tout fabriquer ce dont il a besoin. Mais certains ont choisi de se spécialiser pour pouvoir échanger avec les autres, pour avoir de l'interrelation. C'est très important. Alors, ce n'est pas toujours très pacifique, mais on maintient son identité face à l'autre ou avec l'autre. Et ces routes connectent tous ces villages. Et tout ça a été détruit, évidemment, avec le choc climatique. Ça a même participé à faire, comme je le disais au début, circuler les virus mortels pour des populations qui n'avaient pas de défense naturelle contre ces virus. Ce sont les marchands, les voyageurs autochtones qui ont transporté de village en village les virus, faisant disparaître une grande partie de la population. Mais cette idée d'interconnexion, de collectivité et en même temps d'individualité d'une identité sont essentiels pour comprendre le monde amazonien. Bon, et Gabriela, on peut conclure en disant que l'archéologie de l'Amazonie, ça fait du bien pour la biodiversité, pour le vivre ensemble et simplement pour le plaisir de vous entendre. Mais je ne sais pas comment vous l'avez vécu, mais je trouve que ça fait tellement bouger nos représentations et ça nous fait apprendre tant de choses. Merci beaucoup. On peut les applaudir. Avant que vous posiez les questions, il y a les micros qui vont circuler dans la salle. Merci vraiment vivement. Alors, je ne sais pas où sont les micros. Levez la main. N'hésitez pas si vous avez des questions. Monsieur, je vois qu'il lève la main ici, tout devant. Et s'il y a quelqu'un d'autre déjà qui lève la main, peut prendre un micro et puis on a un petit peu de temps. Ah bah ça vous fait descendre les escaliers comme Lynn Renaud descendait les escaliers du Lido. Vous le faites aussi bien. Il a moins de plumes quand même. Hein. Oui, avec moins de plumes. Monsieur. Allez-y, monsieur. Oui, vous. Voilà. Moi, d'où je parle, c'est parce que je suis mélomane. Et le CNRS avait publié un enregistrement Soundscape Wayapi. Soundscape. Moi, je m'intéresse un petit peu à ce qui est de la colonisation française. Dites-moi, quand on parle de Wayapi et quand on parle de Kalina, on ne parle pas des mêmes personnes. Non, ce sont des ethnies différentes, avec des langues différentes. Vous parlez de la Guyane, visiblement. Je connais bien, j'y ai fait ma thèse, j'y ai vécu 10 ans. En Guyane, vous avez actuellement 6 ethnies différentes qui appartiennent à 3 familles linguistiques différentes. Les Wayana et les Wayampi sont arrivés plus récemment, hein, au XVIIIe, XIXe siècle. Sur la côte, les Kalina sont là au moins depuis la colonisation, comme les Palikours aussi, qui sont de langues, on parle bien de langues, ce ne sont pas des dialectes, hein, qui sont donc de langues différentes. Et puis à l'intérieur, vous avez encore 2 autres groupes. Et puis, il ne faut pas oublier, vous avez ce qu'on appelle en français les Noirs marrons, en portugais les Quilombos, qui sont des esclaves qui se sont échappés pendant la période coloniale des plantations et ont recréé des villages cachés, évidemment. Ils étaient fugitifs et poursuivis à mort. Des villages dans la forêt basés sur des réminiscences africaines, mais aussi partagés avec les modes de vie autochtones et qui sont aujourd'hui principalement localisés le long du fleuve Maroni, mais aussi un peu vers le Suriname. Donc on a en gros 2 grands peuples autochtones aujourd'hui en Guyane. Madame, vous êtes ichthyologue. Voilà, moi je suis aquariophile. Et qu'est-ce qu'il en est du quid en fait, il s'agit d'une espèce que j'apprécie beaucoup en tant qu'aquariophile, c'est Scobinensis aureatus. Il vient du rio Xingu.
Et il semblerait qu'au Rio Xingu, il y a un barrage qui a été construit et ça va peut-être provoquer la disparition de quelques espèces. Monsieur, juste avant, je les avais prévenus. Je leur avais dit, le public des dialogues du Quai Branly, bon niveau. Oui. Gabriela. C'est un loricaidé? Oui, c'est ça, oui. Oui. Et bon, c'est les poissons. Comment on appelle les poissons qui s'accrochent comme ça dans les vitres? Ventouses. Ventouses, voilà, les poissons qui ont les ventouses. Le monsieur est en train de parler d'une famille qui est très utilisée dans l'aquarophilie. Et on en trouve beaucoup sur les sites archéologiques aussi. Le problème des barrages en Amazonie, on pourrait parler, enfin, vous pouvez organiser tout un une série de dialogues sur les barrages dans le monde, non seulement en Amazonie, mais aussi en Afrique. Il y a énormément. Les barrages, ils touchent complètement tous les systèmes aquatiques, les poissons, les mollusques. Donc, c'est vraiment, on pourrait parler, c'est vraiment catastrophique la construction de ces barrages, très polémique. Et nous, malheureusement, on est obligé d'intervenir avant la construction de ces barrages. Et après, on voit que ça change non seulement l'environnement, mais la perte des sites archéologiques. C'est vraiment un thème compliqué. Vous avez découvert des anguilles qui n'étaient pas connues encore ou... Et l'anguille de marais, c'est c'est un genre où il y a au moins 2 espèces, mais quand on a commencé à regarder sur les sites archéologiques, il y avait d'autres choses qu'on ne savait pas vraiment ce que c'était. Là, nous sommes presque convaincus qu'il y a d'autres espèces du genre, mais comme ce n'est pas une espèce commerciale, justement comme nos techniques de pêche ont changé. Avant, ils n'utilisaient pas l'hameçon, ils utilisaient d'autres choses. Comme on a changé les techniques de pêche, on a changé l'alimentation, on n'utilise plus ces anguilles, et quand il n'y a pas d'intérêt commercial sur une espèce, donc là on les étudie plus. Et ça, pour beaucoup de collègues qui sont dans le Muséum d'histoire naturelle, on étudie des espèces qui sont presque éteintes ou alors qui sont vulnérables parce qu'on ne s'intéresse pas à elles vu qu'elles ne sont pas commerciales. Bon, il faudra leur donner votre nom. Il y a des piranhas aussi? Il y a beaucoup de piranhas. J'ai appris à pêcher avec des piranhas parce qu'elles sont plus faciles elles prennent l'appât. Il y a des poissons beaucoup plus compliqués à pêcher. Et voilà. Il y a des techniques de pêche tout à fait étonnantes. Il y a une technique qui est la même que cueillir les champignons, par exemple. Il y a beaucoup de piégeages et l'une qui s'appelle l'anivrée, qui fait enivrer les poissons. On bat on le fait en Guyane, on le fait partout en Amazonie. Les autochtones prennent des lianes empoisonnées et les battent pour que la sève se répande dans une rivière. Elle va assommer les poissons qui vont se mettre à flotter et ils vont être prisonniers parce qu'une partie de la rivière, c'est à saison sèche qu'on fait ça, est barrée et les poissons commencent à remonter à la surface et on les cueille comme des champignons. Et ça fait des grands festins à une époque où le gibier peut manquer grâce à cette technique tout à fait originale et étonnante de piégeage des poissons. Alors, ils rejettent les alevins pour pas non plus dépeupler la rivière de poissons. Tout ça est très contrôlé par les pêcheurs eux-mêmes, mais ça fait partie de ces techniques. Sans doute d'autres ont disparu aujourd'hui. Il y a énormément de pièges encore de formes incroyables pour quand on circule en Amazonie. Vous voyez, les autochtones ont toutes sortes de paniers pièges pour les différents types de poissons. Et on a encore beaucoup à apprendre sur... Surtout que Gabrielle est la première à travailler sur le poisson archéologique, j'ai envie de dire, et personne ne s'était intéressé à ça avant elle, quoi. Ça fait des drôles de spécialités. Hein. Non, mais c'est clair. Alors, je vous assure, c'est passionnant. Moi, c'est l'état de terre, elle, c'est l'état de coquillages et de poissons. C'est ça, vous complétez bien. Vous allez poser une question. Si quelqu'un a une autre question, levez la main, comme ça on passe le micro tout de suite. Allez-y, monsieur. Oui, bonsoir. Merci pour toutes vos informations très intéressantes. Cependant, je me pose la question suivante. Avec toutes ces plantes domestiquées et toutes ces connaissances que vous avez découvertes là-bas, quel est leur poids actuellement et mise en valeur vis-à-vis de l'agro-business qu'il y a en Amérique latine?
Réponds. Gabriela. Je peux y aller. Non, c'est une très très bonne question de réfléchir justement à nos pratiques alimentaires aujourd'hui. Il y a tout un travail de collègues en nutrition, mais aussi une bioarchéologue qui travaille sur la transition alimentaire en Amazonie. C'est un fait. Pour ceux qui sont déjà allés en Amazonie, vous avez vu que dans les campagnes, les populations traditionnelles, ils pêchent beaucoup moins. Ils consomment beaucoup plus de poulet surgelé. Ça, c'est quelque chose qui se passe non seulement en Amazonie brésilienne, mais il y a des collègues en Amazonie péruvienne, colombienne aussi, où il y a ces patterns, ces patrons. Ce modèle. Ces modèles qui se reproduisent. Et donc, je pense que l'archéologie, l'anthropologie, l'ethnobotanie peut apporter justement des éléments pour montrer ces contrastes entre le passé et le présent et les populations qui résistent face à l'avancée de l'agro-business. Et je pense qu'il y a des nutritionnistes maintenant. J'ai connu un projet dans la région de Tefé où il y a des nutritionnistes qui s'inspirent des alimentations passées ou des alimentations plus biodiverses pour réintroduire dans les écoles des enfants, dans les écoliers maintenant, pour justement réfléchir à cette question de l'alimentation. Je pense qu'il faut s'unir, il faut que l'archéologie elle sorte du 19e, il faut vraiment qu'on sorte du passé, des choses du passé pour réfléchir à nos formes de vie aujourd'hui. Alors connaître n'est pas forcément adopter. Les champs traditionnels autochtones, les champs cultivés traditionnels ont jusqu'à une soixantaine, voire plus, d'espèces sur un hectare. Il n'y a pas de monoculture chez les autochtones, c'est toujours un mélange de plantes vivrières, de plantes de pharmacopée, de plantes d'artisanat. Il y a tout un mélange et tout ça est si vous demandez à un autochtone pourquoi il y a tant d'espèces dans son jardin, il vous répond automatiquement c'est parce que les esprits cultivent la forêt, comme je l'ai dit au début, en mettant plein d'espèces différentes. Je fais pareil. Mon jardin est le reflet humain de ce que font des jardins des esprits. Donc cette technique, on ne l'a pas vraiment apprise. Vous parlez de l'agrobusiness, je vais vous donner un exemple. Alors, ce n'est pas forcément sur l'alimentaire, en l'occurrence, ce n'est pas l'alimentaire, mais une plante qui a été essentielle pour notre société et qu'on a poursuivie, au sens propre du terme, dans la forêt, jusqu'au jour où un industriel de génie a décidé de, pourquoi pas faire des grandes plantations de cette plante essentielle qui est, vous l'avez deviné, l'EVA, qui fournit le caoutchouc. Et donc Henry Ford a acheté des espaces énormes de forêt. Il a construit une ville, il a construit des champs, il a mis des tas d'EVA les uns, et il a décidé de consacrer sa fortune à avoir encore plus d'argent et donc de cultiver sur des milliers d'hectares aménagés des EVA. Et ce qui devait arriver est arrivé. Il y a eu un champignon qui s'est glissé là. Les arbres étaient trop près les uns des autres, ils sont tous morts, et il a perdu sa fortune, quasiment toute sa fortune, dans cette expérience malheureuse qui était pas très loin de là où vivait Gabriela, sur le Tapajós. Il avait fait donc la ville de Fordlandia à son nom, qui était une utopie totale. La monoculture ne marche pas. Et c'est pour ça que le problème, c'est que les OGM envahissent aussi l'Amazonie, parce qu'on épuise les sols quand on les brûle et qu'on racle tout jusque la sous-couche. Il faut amender le sol avec des OGM et des monocultures qui ont une très courte durée de vie et épuisent les sols. C'est une vraie calamité. L'agrobusiness, on n'en a rien à faire. Il y a un peu ce syndrome de l'enfant gâté qui plonge la main dans le pot de confiture en se disant qu'il y en aura toujours et que ça ne se verra pas. Mais ça commence à se voir vraiment. Je crains que nous sommes vraiment, ce coup-ci, sur le point de bascule
où l'Amazonie, il va avoir un effet, elle a tellement brûlé qu'elle brûle maintenant toute seule quasiment, qu'un incendie qui autrefois pouvait être maîtrisé au bout d'une certaine superficie va gagner parce que l'Amazonie est plus sèche qu'avant, il y a de plus en plus de sécheresse et vous allez voir comment ça va s'accélérer dans les prochaines années. Les incendies, ça a commencé l'année dernière, hein, les incendies sont beaucoup plus ravageurs et beaucoup plus difficilement maîtrisable. On va vers un espace savanisé, comme on l'a fait d'ailleurs si bien en Afrique. L'Afrique centrale a été déforestée et ça a créé des savanes beaucoup moins utiles, parce qu'on a un peu de mal à apprendre de nos erreurs, ça il faut bien reconnaître. Ouais, d'où l'importance, ne serait-ce que d'avoir ces moments-là, de le dire déjà, et c'est très important. Il y a une question tout en haut. Je vous remercie pour cette très belle conférence. Vous avez parlé plus tôt du rôle des peuples autochtones et de leur savoir dans vos recherches. Et je me demandais, du coup, vous avez évoqué les mythes qui étaient capables, selon vous, de devenir de l'histoire, au sens où nous, on l'entend plus traditionnellement. Donc, est-ce que vous aurez des exemples pour que ça soit un petit peu plus clair? D'accord. Alors, j'ai d'abord eu la chance d'avoir des amis autochtones de grand talent et aussi des amis anthropologues, hein, qui font un peu le passage. Dans mon dernier livre, justement écrit avec un autochtone, il y a aussi un anthropologue, François Renoux, qu'il ne faut pas oublier, parce que c'est lui qui a interprété aussi les mythes avec Benjamin. Donc ça, c'est une première chance. Mais en poursuivant un peu l'analyse, les champs surélevés que j'avais découverts en Guyane il y a 40 ans s'étalent partout. Et tout d'un coup, les datations dans mes fouilles s'arrêtent vers le XIIIe, XIVe siècle. Apparemment, ils ne sont plus cultivés. Donc, on disait qu'il y a eu des mouvements de population, probablement des guerres, qui ont fait que ça a changé. En effet, il y a des changements dans la céramique. Donc, on interprète ça comme ça jusqu'au jour où il y a eu des carottages paléoclimatiques qui ont été faits dans la côte des Guyanes et qui ont montré qu'au XIe, XIIe siècle, il y avait eu des grandes sécheresses. Et donc, sur des cultures, toutes ces sociétés, on avait fait une étude avec d'autres collègues archéologues sur l'ensemble de l'Amazonie, parce qu'on retrouvait cette sécheresse un peu partout, toutes les sociétés trop construites, toutes celles qu'on vous a présentées, urbaines, très édificatrices de terrassement et organisées probablement et nombreuses, se sont souvent écroulées, pas écroulées, en tout cas affaissées au moment de ces sécheresses. Et il y a une connexion quand même avec, vous êtes dans des savanes inondables, c'est souvent 20 cm d'eau, hein, durant la saison humide et sec durant la saison sèche, mais si vous passez 1 an, 2 ans ou plus sans eau, vraiment, cette agriculture peut disparaître. Et voilà, l'archéologie confirmait, la paléoclimatologie confirmait l'archéologie, c'était bien. Mais en discutant avec les autochtones, ils ont un mythe qui s'appelle le mythe des 9 chamans, qui raconte une histoire de sécheresse avant l'arrivée des Européens, une grande sécheresse où les gens mouraient et n'avaient plus d'eau. Ils ont une très belle expression, ils disaient l'eau s'était asséchée. Et ça a duré 1 an, 2 ans, 7 ans. Donc ils ont envoyé des chamans convaincre l'esprit de la pluie de revenir. Il y avait 8 chamans très fameux, vraiment les meilleurs. Ils ont tous échoué. Et le 9e, qui était un peu plus tocard que les autres, est allé. Et lui a réussi à convaincre la pluie à revenir. Et donc la pluie est revenue. Et si on décortique ce mythe, on s'aperçoit qu'il correspond parfaitement à cette chute de l'agriculture sur champs surélevés qui passe après une agriculture de brûlis jusqu'à l'arrivée des Occidentaux qui n'ont jamais vu les champs surélevés fonctionner. Donc tout ça est assez cohérent. Ce qu'il faut, c'est après retisser le fil de l'histoire en intégrant les différentes sources. Donc voilà un exemple sur... J'ai répondu à votre question.
Je voulais juste compléter ça. On avait déjà parlé, mais quand on écrit nos choses, on perd l'habitude d'avoir une bonne mémoire. Et les anciens, les Brésiliens, même de ma famille, avec qui j'ai beaucoup appris, ils avaient une mémoire incroyable. Mon oncle était, la famille de mon père est d'origine autochtone, et avec eux, j'ai appris l'importance de la mémoire. Quand on écrit, on oublie on perd cette capacité d'avoir. Ils savaient des choses qui remontaient à des générations. Un autre mythe important, c'est le mapinguari, c'est le paresseux géant, qui a été un animal qui a vécu jusqu'au début jusqu'à 12 000 ans environ. Et ce paresseux géant, il est toujours présent dans plusieurs mythes. Il a existé. Il y a beaucoup de paléontologues qui travaillent sur ces paresseux géants. Et c'est quelque chose qui est toujours présent dans les mythes et qui a existé. Voilà. Oui, c'est vrai que, pour être concret, comme vous le voulez, l'histoire de la Guyane en particulier, sur laquelle j'ai travaillé un peu plus, elle a été écrite à partir de quelques témoignages écrits par une dizaine, quinzaine de chroniqueurs, pas plus. Donc des gens qui venaient parfois 1 mois ou parfois plus, 6 mois ou un peu plus, et qui décrivaient ce qu'ils voyaient. Mais tous n'allaient pas en forêt, ne visitaient pas forcément les ethnies. Certains restaient à Cayenne, à faire la fête, et finalement ne voyaient assez peu la Guyane elle-même. Donc on a construit une histoire officielle, celle qui est retenue dans les livres d'école. Depuis 20 ans, il y a des livres d'école qui parlent spécifiquement de la Guyane, à partir de ces personnages plus ou moins efficaces, plus ou moins honnêtes. Et leurs écrits font parole d'évangile. En revanche, la parole des autochtones, alors là, c'est du folklore. Donc on s'est détourné de cette connaissance, qui est une connaissance historique aussi, parce que ce livre, un livre d'histoire, vous le lisez, dans 2 ans, vous avez oublié une grande partie de ce qu'il y avait dedans. En revanche, si tous les week-ends, toutes les semaines, on vous raconte les mêmes histoires, les mêmes mythes, de génération après génération, vous passez une vie, 50 ans ou 60 ans de vie à entendre les mêmes histoires racontées par différentes personnes, donc avec des variantes, ça s'inscrit dans le savoir collectif et ça passe de génération en génération et ça peut se maintenir durant des siècles. On en a la preuve avec l'histoire des 9 chamans, mais il y a d'autres mythes que je pouvais vous raconter qui ont peut-être 2000 ans d'existence. C'est sûr, ils sont modifiés, ils sont transformés. Et l'histoire, le récit historique, j'ai tendance à dire qu'il s'émerveille avec le temps. Les ennemis, ça va devenir des asticots. Nous, on va devenir des poissons de telle espèce. Et puis, ceux qui vont venir nous aider, ce seront des guêpes. Mais derrière, ce sont des histoires humaines qui sont racontées avec le filtre des esprits, des habitants non humains. Mais il y a une histoire qu'il faut essayer de décrypter derrière. Alors, ce n'est pas toujours possible, mais au moins, on peut essayer et on n'a pas de raison de la rejeter en bloc d'autorité, simplement parce qu'on s'est installé là en chassant les premiers habitants. Est-ce qu'il y a une autre question? Il nous reste un tout petit peu de temps, pas beaucoup. Je vois des mains. Comme vous voulez, allez-y, par là. Ah oui, en fait, il y a plein de questions. On n'a pas beaucoup de temps. Allez-y. Bonsoir, merci beaucoup pour votre intervention, c'était passionnant. Moi, j'avais une question plutôt sur l'actualité. Je voulais savoir où est-ce qu'on était sur les dangers en fait, qui menacent les terres indigènes, notamment la loi du marco temporal, et en fait sur les questions d'exploitation minière et pétrolière, et voilà. Oula, c'est une... Bon, parlons déjà du marco temporal. Donc, marco temporal est une... Comment expliquer? Je ne suis pas juriste en français, donc je ne connais pas vraiment les mots, mais c'était comme un groupe de politiques qui a décidé qu'avant les années 80, tous les territoires qui n'étaient pas occupés par des populations autochtones avant les années 80 n'étaient pas considérés comme des populations autochtones, comme des territoires autochtones. Et donc ça, c'est un vrai problème parce que il y a
plusieurs populations qui n'ont jamais été, enfin, leurs territoires n'ont jamais été démarqués, officialisés. Et c'est vraiment une lutte contemporaine du Brésil. De la démarcation des territoires autochtones et l'archéologie, non seulement au Brésil, mais je pense que beaucoup au Brésil, beaucoup de mes collègues, ils ont un travail essentiel, justement de montrer que ces endroits, ils étaient occupés il y a des siècles. Donc là, je reviens sur le travail de Bruna Rocha. Elle a travaillé dans un endroit où ils étaient supposés construire 40 barrages hydroélectriques et comme ils étaient justement, c'était pas des territoires qui étaient officialisés, mais les peuples Munduruku sont là depuis au moins 3 siècles et donc du coup elle a travaillé avec les peuples Munduruku pour justement avec les enfants, ils y partaient partout chercher des tessons de céramique et sa thèse a été utilisée dans le processus qui a permis de reconnaître ces territoires comme un territoire officiel. Et récemment, donc, du coup, ça a été Sairé-Maïba et d'autres territoires autochtones ont été reconnus à partir de ce travail conjoint entre les archéologues et les Munduruku. Donc, c'était pour... après, la question de l'exploitation minière, c'est un vrai problème aussi. Parce que quand on imagine l'exploitation minière de loin, moi, quand j'imaginais ça de loin, je pensais qu'il n'y avait que de l'illégalité, mais il y a des villes en Amazonie qui leur économie se base autour de l'activité minière. J'ai une amie, son père était prof dans une école qui était dans une exploitation minière. Il n'était pas illégal. L'État il reconnaît des exploitations minières qui ne sont pas forcément légal. Ouais. Et donc c'est un sujet c'est un combat très difficile à... Je reviens une seconde, juste un mot pour préciser ce que Bruna Rocha a fait. C'est assez drôle, puisqu'elle a trouvé les Munduruku actuellement ont des peintures corporelles assez étonnantes avec une espèce de treillis de losange peint sur la peau. Et elle a trouvé parmi les tessons qu'elle a ramassés avec les habitants locaux exactement le même décor sur les céramiques et sur des poteries très anciennement datées. Donc elle a pu prouver que les Munduruku étaient présents dans ce territoire depuis très longtemps et depuis plusieurs centaines d'années. Et donc c'est comme ça qu'ils ont pu faire reconnaître les terres Munduruku au Brésil. Au Brésil, ouais. Donc on met encore des couches sur l'utilité de l'archéologie aujourd'hui dans le présent, le contemporain. Moi, tant qu'on ne me dit pas qu'il n'y a plus de questions, je passe le micro. J'ai vu des mains qui se levaient par là. Et après, on va s'arrêter. Mais merci vivement avec nos jeunes visiteurs. Oui, bonsoir. Du coup, j'ai peut-être loupé le début, mais je voulais savoir, est-ce que la forêt amazonienne est déjà passée par un état de savane ? Et en fait, ce qu'on observe actuellement comme une forêt qui s'étend en gros de l'Atlantique jusqu'au Pérou, c'est la résultante en fait d'un effondrement démographique qui a eu lieu une fois ou plusieurs fois. Parce que si je me souviens bien, c'est en Afrique de l'Ouest, la forêt équatoriale est déjà passée par un état de savane quand les gens sont devenus agriculteurs. Oui. Et ensuite, ça s'est effondré et elle est redevenue forêt après. Est-ce qu'il y a eu la même chose en Les métallurgistes avant aussi consommaient beaucoup de bois avant d'être agriculteurs. Oui, bien sûr, mais ce n'est pas tellement dû aux gens, c'est plus dû à des variations climatiques. Il y a eu des périodes de sécheresse qui ont fait que la forêt était moins dense à certaines époques, il y a très longtemps, avant aussi l'arrivée des Occidentaux. Il y a eu des moments de savanisation, mais depuis, si je ne dis pas de bêtises, depuis 6000 ans au moins, la forêt que l'on voit aujourd'hui était déjà présente. Il faut dire que la méthode même, c'est très nombreux, les méthodes agricoles autochtones favorisent la résilience. Une fois qu'ils s'en vont, les arbres poussent. D'ailleurs, on l'a vu sur le schéma que j'ai montré au début. Après leur passage, les plantes qu'ils ont plantées eux-mêmes ont tendance à grandir et perdurer. Et donc, la biodiversité a changé, mais la forêt est encore là. Ils ne font pas comme nous qui rasons et enlevant la terre huméfère
et plus rien ne repousse. Non, ils laissent derrière eux les conditions de la réinstallation de la nature, entre guillemets, derrière eux. Mais il y a eu des périodes, en effet, où il y avait il y a les théories des îlots forestiers, où, en effet, il y avait peut-être plus de grands de savanes et des mégafaunes paléolithiques qui vivaient en Amazonie. Il y a sans doute des tigres à dents de sable en Amazonie il y a 13 000, 15 000 ans. Ouais. En fait, une histoire à visiter, à revisiter. Alors, il y a vos ouvrages, hein, Stéphane, La flèche et la bêche, le que sais-je, hein, sur l'Amazonie. Oui, et puis, la forêt vierge d'Amazonie n'existe pas. Donc, non, mais allez-y, parce qu'il y a l'exposition, bien sûr, au musée du Quai Branly. Je crois qu'on peut les remercier vivement d'avoir donné tant d'éclaircissements à quelque chose qu'on ne connaît pas. Gabriela Prestas-Carneiro, Stéphane Rostin, et merci à vous toutes, à vous tous. Ces dialogues du Quai Branly continuent. Nous nous retrouvons le 4 décembre. Ce sera toujours la forêt. Ce sera en Afrique cette fois-ci. Merci vivement à tout le monde. Merci beaucoup.